Bonsoir, et soyez les bienvenus dans ce sanctuaire intemporel où les échos du passé s'invitent pour bercer votre esprit. Installe-toi confortablement, laisse le monde extérieur s'estomper et permets à cette mélodie de l'histoire de t'envelopper doucement. Ce soir, nous remontons les siècles pour explorer un chapitre d'une profondeur insondable, un tissu d'événements qui a façonné des destinées et gravé des noms dans la mémoire des hommes. L'époque des croisades, ces voyages lointains pour Jérusalem. En ouvrant les parchemins du temps, nous ne cherchons pas l'agitation des batailles, mais plutôt les murmures lointains des motivations, les lueurs des idéaux et la lente sédimentation des héritages qui persistent encore aujourd'hui. En cette douce nuit, je t'invite à un voyage immobile, une exploration des paysages de l'âme et des terres d'antan. Si cette immersion paisible te plaît, un doux clic sur le bouton « J'aime » et une abonnement silencieuse aideront d'autres âmes voyageuses à découvrir ce chemin. Et si tu souhaites partager un fragment de ton propre chemin, n'hésite pas à laisser en commentaire le nom d'une cité ancienne qui t'a toujours fasciné, ou une période historique qui résonne particulièrement en toi. Ces petits gestes nourrissent la tapisserie commune de notre curiosité. Laisse maintenant les images s'animer dans ton esprit, non pas avec la vivacité parfois éphémère du présent, mais avec la persistance mélancolique des souvenirs millénaires. Nous allons traverser les brumes du temps, franchir les monts et les vallées, voguer sur les mers intérieures et extérieures, pour comprendre les forces profondes qui ont mis en mouvement des milliers d'hommes et de femmes. De l'Occident féodal à l'Orient byzantin et musulman, nous déploierons les cartes d'une époque complexe, tissée de foi, de pouvoir et de quête. Accroche-toi aux fils invisibles de la narration, tandis que nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'histoire. Que cette exploration te procure une quiétude propice au repos, une douce dérive à travers les âges. Les lumières du présent s'éteignent et les étoiles d'autrefois commencent à scintiller. L'aube du XIe siècle en Occident résonnait d'un silence lourd, bien qu'animé par les murmures incessants de la vie rurale, où 9 habitants sur 10 vivaient au rythme des saisons. La géographie de cette Europe fragmentée se composait de vastes plaines céréalières, comme celle du bassin parisien ou de la Lombardie, entrecoupées de massifs montagneux imposants tels que les Alpes, atteignant des sommets de plus de 4800 mètres, ou les Pyrénées, s'élevant jusqu'à 3400 mètres. Les fleuves majeurs, tels que la Loire s'étirant sur 1014 km, le Rhin sur 1233 km, ou le Pô en Italie, long de 652 km, servaient de voies de communication essentielles, charriant non seulement l'eau vitale pour l'agriculture, mais aussi les rares marchandises et les nouvelles entre les bourgs et les monastères. Le climat tempéré, avec des hivers froids et des étés chauds, dictait les cycles agricoles, où la culture du blé, de l'orge et de l'avoine formait la base de la subsistance. Les conditions matérielles de survie étaient rudimentaires, façonnant une existence laborieuse et dépendante de la terre. Les paysans cultivaient leurs champs à l'aide d'arères en bois, renforcés par des socs de fer, permettant de labourer les sols peu profonds sur une largeur d'environ 30 cm. L'élevage de bœufs et de chevaux fournissait la force de traction nécessaire, ainsi que de la viande et du lait, bien que la consommation de viande fût un luxe. Les maisons paysannes, souvent construites en torchis, un mélange de terre argileuse, de paille et d'eau, et dotées de toits de chaume de 50 cm d'épaisseur, offraient un abri simple, mesurant généralement 5 mètres sur 8. L'absence de cheminée permettait à la fumée du foyer central de s'échapper par une simple ouverture dans le toit, assombrissant l'intérieur d'une patine sombre, mais créant une atmosphère chaude et parfois suffocante. Les premières technologies qui soutenaient cette société étaient l'expression d'un savoir-faire ancestral, perfectionné par l'expérience
plutôt que par l'innovation rapide. La fabrication des outils en fer, par exemple, commençait par l'extraction du minerai dans des gisements de surface, puis par sa réduction dans des bas fourneaux, de petits monticules d'argile d'environ 1 mètre de hauteur. Le charbon de bois, obtenu par carbonisation lente du bois de chêne ou de hêtre, y était brûlé à des températures d'environ 1200 degrés Celsius, permettant au fer de se séparer de la gangue sous forme de loupe spongieuse. Cette loupe était ensuite martelée à chaud pour en extraire les impuretés et la consolider, avant d'être forgée en outils essentiels tels que des faucilles, des haches ou des socs d'arère, chacun pesant entre 2 et 5 kg. Parallèlement à ces développements techniques modestes mais essentiels, la formation sociale initiale de l'Occident médiéval se cristallisait autour du système féodal, une structure pyramidale complexe de dépendance et d'obligations mutuelles. Au sommet se trouvaient les rois, dont le pouvoir était souvent plus symbolique que réel, leur domaine étant fragmenté et leur autorité contestée par de puissants vassaux. Les grands seigneurs, ducs et comtes, régnaient sur de vastes territoires, exerçant la justice et levant des armées. Ils prêtaient hommage à un suzerain, jurant fidélité et offrant service militaire en échange de la possession de leur fief. Un serment d'allégeance, prêter la main sur des reliques sacrées, scellait ces accords. Les seigneurs intermédiaires et les chevaliers constituaient l'épine dorsale de l'ordre militaire, chacun tenant une ou plusieurs petites seigneuries, souvent composées de quelques villages et de leurs terres agricoles. Leur rôle principal était la défense de leur domaine et de leur suzerain, ainsi que la participation aux campagnes militaires. L'armement typique d'un chevalier du XIe siècle comprenait une cotte de mailles en acier pesant environ 15 kg, un casque conique, un bouclier en bois recouvert de cuir et une épée d'environ 90 cm de longueur, pesant 1 kg. L'entretien d'un tel équipement et d'un cheval de guerre représentait une dépense considérable, limitant l'accès à la chevalerie aux classes les plus aisées. À la base de cette pyramide sociale se trouvaient les paysans, majoritairement des serfs attachés à la terre, dont la vie était entièrement dédiée au travail agricole pour le compte de leur seigneur. En échange de la protection et du droit de cultiver une parcelle de terre, ils devinrent des corvées, des jours de travail obligatoires dans la réserve seigneuriale, souvent 3 jours par semaine, et des redevances en nature ou en argent. Ces taxes incluaient en départ de la récolte, des droits sur l'utilisation du moulin, du four ou du pressoir, dont l'usage était souvent imposé par le seigneur. Leur existence était marquée par la précarité, les famines et les épidémies étant des menaces constantes, mais aussi par une profonde piété religieuse qui offrait un réconfort et une perspective d'espoir. Dans l'Orient lointain, un empire millénaire, héritier direct de Rome, veillait sur les carrefours du monde. L'empire byzantin, dont la capitale, Constantinople, était une merveille d'urbanisme et de culture. Cette cité, située sur une presqu'île stratégique entre la mer de Marmara et la Corne d'Or, était protégée par les imposantes murailles théodosiennes, un système défensif s'étendant sur 6 km. Ces murs, hauts de 12 mètres et épais de 5 mètres, comportaient des tours espacées de 55 mètres, protégeant la ville d'environ 400 000 habitants. Constantinople était le centre d'un commerce florissant, attirant des marchands de tous les horizons, dont les navires ancraient dans ces ports bien abrités, tels que celui d'Éleuthérios, capable d'accueillir des centaines de vaisseaux. Au début du XIe siècle, l'Empire byzantin, bien que considérablement réduit par rapport à son apogée, conservait une puissance militaire et diplomatique considérable. Ses frontières s'étendèrent des Balkans à l'Anatolie, englobant des régions d'une grande diversité ethnique et religieuse. L'armée byzantine, très organisée et professionnelle, comptait plusieurs dizaines de milliers d'hommes, incluant des unités d'infanterie lourdes,
de cavalerie cuirassée, les célèbres cataphractaires et des archers. Leur maîtrise de technologies avancées, comme le feu grégeois, un liquide inflammable projeté par des siphons, leur conférait un avantage tactique certain lors des batailles navales, par exemple, où les navires ennemis étaient réduits en cendres, les flammes ne pouvant être éteintes par l'eau. Cependant, l'Empire byzantin était également confronté à des défis croissants. À l'est, l'émergence des Turcs seldjoukides, un peuple nomade originaire des steppes d'Asie centrale, allait bouleverser l'équilibre des forces. Ces guerriers équestres, convertis à l'islam sunnite, avaient progressivement conquis de vastes territoires en Perse et en Mésopotamie, établissant un puissant sultanat. Leur avancée menaçait directement les provinces orientales de Byzance, notamment l'Anatolie, grenier à blé et source de recrues militaires pour l'Empire. Leur tactique de raids rapides et de harcèlement des frontières mettait à rude épreuve les défenses byzantines, s'infiltrant souvent jusqu'à une centaine de kilomètres à l'intérieur du territoire. L'année 1071 marqua un tournant décisif avec la bataille de Manzikert, près du lac de Van, en Anatolie orientale. L'empereur byzantin Romain IV Diogène, à la tête d'une armée d'environ 40 000 hommes, y affronta les forces seldjoukides du sultan Alp Arslan. Malgré une supériorité numérique initiale, l'armée byzantine subit une défaite cuisante, en partie à cause de trahisons internes et d'une manœuvre d'encerclement efficace de la cavalerie turque. L'empereur lui-même fut capturé, une humiliation sans précédent pour Byzance. Cette défaite ouvrit les portes de l'Anatolie aux Turcs, qui s'y installèrent massivement, formant le sultanat de Roum et déplaçant leur capitale à Nicée, à seulement 100 km de Constantinople. Dans le même temps, le Levant, la région côtière s'étendant du sud de l'actuelle Turquie jusqu'à l'Égypte, était un patchwork de pouvoirs musulmans. Jérusalem, ville sainte pour les 3 religions monothéistes, était alors sous le contrôle du califat fatimide d'Égypte, une dynastie chiite. Les Fatimides, dont la capitale était le Caire, avaient conquis la Palestine et la Syrie au Xe siècle. La ville de Jérusalem elle-même, avec ses murs d'enceinte d'une circonférence de 4 km, abritait une population mixte de musulmans, de chrétiens et de juifs, chacun pratiquant ses rites dans des quartiers distincts, mais souvent proches les uns des autres. Les pèlerinages chrétiens vers le Saint-Sépulcre, attestés depuis le IVe siècle, continuaient, bien que les conditions de voyage fussent parfois difficiles et soumises aux aléas politiques. En Occident, la papauté, sous l'impulsion de réformateurs tels que le pape Grégoire VII, cherchait à affirmer son autorité spirituelle et temporelle, se libérant de l'influence des empereurs et des seigneurs féodaux. La réforme grégorienne, initiée au milieu du XIe siècle, visait à purifier l'Église de la simonie, achat de charges ecclésiastiques, et du nicolaïsme, mariage des prêtres, et à renforcer la primauté papale. Les monastères, en particulier ceux de l'ordre de Cluny, dont l'abbaye principale en Bourgogne, fondée en 910, comptait plus de 200 moines et un réseau de milliers de prieurés, jouaient un rôle central dans la diffusion de cette réforme et dans la promotion d'une piété fervente, encourageant les pèlerinages et les actes de dévotion. La tradition des pèlerinages était profondément ancrée dans la spiritualité chrétienne occidentale. Les fidèles voyageaient, souvent à pied, vers des sanctuaires importants tels que Rome, abritant les tombes des apôtres Pierre et Paul, ou Saint-Jacques de Compostelle, en Galice, dont la cathédrale romane, commencée en 1072, abritait les reliques supposées de Saint-Jacques. Le pèlerinage à Jérusalem, la ville où le Christ avait vécu, souffert et ressuscité, était considéré comme le plus méritoire de tous. Cependant, le trajet était long et périlleux, prenant souvent plusieurs mois, voire une année complète, et exigeait des ressources considérables pour payer les passeports et l'hébergement le long de la route.
estimée à une livre d'argent pour un voyage aller-retour pour un pèlerin solitaire. La situation en Orient, avec la progression des Seldjoukides, rendait ces pèlerinages encore plus difficiles et dangereux. Les récits de brigandage et de mauvais traitements infligés aux pèlerins chrétiens par les nouvelles autorités turques commencèrent à circuler en Occident, amplifiés et déformés par la distance et l'imagination. Ces récits, souvent exagérés, décrivèrent des violences physiques, des taxes exorbitantes imposées à des points de passage clés et des profanations de lieux saints, même si les autorités fatimides avaient généralement fait preuve de tolérance envers les communautés chrétiennes et leurs lieux de culte, pourvu qu'ils paient les taxes requises et respectent les lois locales. Dans les dernières décennies du XIe siècle, le paysage politique de l'Europe occidentale était caractérisé par une relative instabilité et une soif d'expansion. La population européenne avait connu une croissance significative depuis le Xe siècle, passant d'environ 20 millions à 25 millions d'habitants, entraînant une pression sur les terres arables et une augmentation du nombre de jeunes hommes sans héritage ni perspective. La chevalerie, classe guerrière par excellence, était souvent en quête de terre, de richesse et de gloire, et les guerres intestines entre seigneurs étaient monnaie courante, contribuant à un climat d'insécurité chronique, malgré les tentatives de l'Église d'instaurer la paix de Dieu et la trêve de Dieu, limitant la violence à certains jours de la semaine ou périodes de l'année. C'est dans ce contexte de dynamique complexe que l'appel à la croisade allait résonner. En 1095, l'empereur byzantin Aleixo I Comnène, confronté à la pression croissante des Seldjoukides en Anatolie, envoya des émissaires au pape Urbain II, demandant une aide militaire pour repousser les Turcs et reconquérir les territoires perdus. Il s'agissait initialement d'une requête d'assistance contre une menace païenne, dans la lignée des relations complexes, souvent tendues, entre Rome et Constantinople, séparées par le grand schisme de 1054. Le pape Urbain II, un ancien moine clunisien, saisit cette occasion pour affirmer la primauté de la papauté et canaliser les énergies guerrières de la noblesse occidentale vers un objectif commun. Il convoqua un concile à Clermont, en Auvergne, en novembre 1095. Le discours qu'il y prononça, devant une assemblée de plusieurs centaines d'évêques, d'abbés et de nobles, fut un chef-d'œuvre de rhétorique. Il dépeignit une image dramatique des souffrances des chrétiens d'Orient et des profanations des lieux saints par les païens, appelant les chevaliers à cesser leur guerre fratricide et à prendre les armes pour une cause sacrée. Le message d'Urbain II était clair. Ceux qui prendraient la croix, un signe cousu sur leurs vêtements, et se lanceraient dans ce pèlerinage armé vers Jérusalem, recevraient l'indulgence plénière, c'est-à-dire le pardon de tous leurs péchés et la promesse d'un salut éternel. Il offrit également une protection de leurs biens et de leurs familles pendant leur absence. Cet appel à la guerre sainte ou guerre juste toucha une corde sensible dans une société profondément religieuse et en quête de sens, promettant à la fois la rédemption spirituelle et des opportunités matérielles pour les cadets de famille ou les seigneurs désargentés. Les motivations des premiers croisés étaient multiples, un mélange complexe de foi ardente, de désir de salut, de quête de gloire et d'aventure, et parfois d'opportunisme économique. Le cri « Dieu le veut » résonna sur la plaine de Clermont, marquant le début d'un mouvement qui allait façonner l'histoire du Proche-Orient et de l'Europe pour les siècles à venir. Des milliers d'hommes, de toutes conditions sociales, se préparèrent à vendre leurs terres, à hypothéquer leurs biens ou à s'endetter lourdement pour financer le long et coûteux voyage, dont l'équipement d'un chevalier représentait environ 80 livres tournois, une somme colossale pour l'époque. Ces préparatifs impliquaient des logistiques complexes, la nécessité de rassembler des vivres pour des mois de voyage, de fabriquer ou d'acquérir des armes et des armures en grande quantité. Les forgerons et les artisans de toute l'Europe occidentale furent mis à contribution.
produisant des épées de 70 à 90 cm, des cottes de mailles composées de milliers d'anneaux de fer entrelacés et des casques coniques en tôle de fer d'1 millimètre d'épaisseur. Les communautés villageoises et urbaines se mobilisèrent, offrant des prières, des dons en nature ou en argent, et parfois des volontaires pour rejoindre l'expédition. Le printemps 1096 fut le théâtre d'une effervescence sans précédent, alors que les premiers contingents de pèlerins armés commençaient à se former et à se mettre en route. Ainsi, les racines d'un conflit colossal, dont la résonance se ferait sentir pendant plus de 2 siècles, plongèrent profondément dans la terre fertile de la foi et des ambitions. Comme les courants d'eau souterrains se rejoignent pour former un fleuve majestueux, ces forces diverses, venues d'Orient et d'Occident, allèrent bientôt converger vers un même point, traçant un chemin dont l'écho traverserait les millénaires. Au fil des siècles qui suivirent ces premières fondations, tandis que les appels résonnaient des chaires épiscopales aux humbles chaumières, l'Occident chrétien se mit en mouvement, tel un fleuve puissant dont les multiples affluents convergissent vers une mer lointaine. Les racines profondes de la foi et des ambitions, plantées dans le terreau fertile de l'Europe féodale et de l'Empire byzantin, allaient éclore en une période d'expansion et de développement inattendus, dont les échos marquèrent durablement les rives de la Méditerranée orientale. Ce fut le temps des premières expéditions, des marches interminables, des sièges héroïques et des fondations de nouveaux royaumes, forgeant une nouvelle carte des destinées humaines sous le soleil ardent de l'Orient. Dès le printemps de l'année 1096, les premiers contingents de ce grand mouvement, souvent désignés sous le nom de croisades populaires, commencèrent leur long et périlleux voyage. Guidés par des figures charismatiques comme Pierre l'Ermite, un prédicateur ascétique originaire d'Amiens, et Gauthier sans avoir, un chevalier sans fortune, ces groupes se composaient majoritairement de paysans, de petits artisans, de femmes et d'enfants, auxquels s'étaient joints quelques chevaliers sans fief. Ils s'étaient rassemblés sans grande organisation préalable, leur équipement se limitant souvent à des outils agricoles transformés en armes rudimentaires et leurs provisions à ce qu'ils pouvaient transporter ou mendier. Leurs chemins, à travers la vallée du Rhin, la Hongrie et la Bulgarie, furent jalonnés de difficultés immenses, parcourant des distances d'environ 20 à 30 km par jour. Ces pèlerins armés, mal préparés aux rigueurs d'un tel voyage, étaient parfois en proie à la faim et au désespoir, ce qui conduisait à des actes de pillage et à des affrontements violents avec les populations locales. Des épisodes tragiques marquèrent leur passage, notamment les massacres de communautés juives dans les villes rhénanes de Speyer, Worms et Mayence au cours du mois de mai 1096, où plusieurs milliers de juifs furent tués, malgré les tentatives de certains évêques de les protéger. Ces événements, loin de l'idéal chevaleresque, mirent en lumière la complexité et la brutalité des forces mises en mouvement, et la difficulté de contrôler des masses populaires guidées par une foi ardente et une vision apocalyptique du monde. Parallèlement à ces premières belles vagues populaires, les seigneurs de l'Europe occidentale préparaient leurs propres expéditions, plus organisées et mieux équipées. C'est la croisade des princes qui allait constituer le fer de lance de l'entreprise. Sous la direction de figures telles que Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse et marquis de Provence, Bohémond de Tarente, prince normand d'Italie du Sud, et Robert Courteheuse, duc de Normandie, ces armées nobles commencèrent à se mettre en route à l'automne de l'année 1096. Leurs itinéraires, soigneusement planifiés, les menaient vers Constantinople, le point de ralliement fixé par l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène. Ces armées aristocratiques, comptant des dizaines de milliers de chevaliers lourdement armés, d'archers et de fantassins, représentaient une force militaire considérable. Un chevalier,
équipés d'une cotte de mailles en acier de 15 kg, d'un casque conique, d'un bouclier et d'une épée longue de 90 cm, était un soldat d'élite, entraîné au combat monté. Leur bagage comprenait non seulement des armes, mais aussi des tentes en toile de lin de 3 mètres sur 3, des ustensiles de cuisine en fer et en bronze et des réserves de céréales séchées et de viande salée pour pallier les pénuries le long des routes. La logistique de déplacement d'une telle force, qui pouvait atteindre 60 000 hommes, avec leurs chevaux et leurs charrois, à travers des milliers de kilomètres de territoires parfois hostiles, était un défi sans précédent. L'arrivée successive de ces contingents latins aux portes de Constantinople, entre novembre 1096 et mai 1097, fut un moment de tension et d'opportunité pour l'Empire byzantin. L'empereur Alexis Ier Comnène, fin diplomate et stratège avisé, était à la fois désireux d'obtenir une aide militaire contre les Turcs seldjoukides et méfiant envers ses armées occidentales, souvent indisciplinées et perçues comme une menace potentielle pour son propre empire. Il exigea de chaque chef croisé un serment d'allégeance, par lequel il s'engageait à restituer à Byzance les territoires byzantins conquis sur les Turcs. Ces serments furent prêtés dans le grand palais de Constantinople, un édifice majestueux orné de mosaïques dorées et de marbres précieux, sous le regard de la cour impériale. Constantinople elle-même, avec ses murailles théodosiennes s'élevant jusqu'à 12 mètres de hauteur et ses multiples coupoles d'églises scintillantes sous le soleil, devait apparaître comme une vision d'une splendeur inouïe aux yeux des croisés occidentaux, habitués aux cités plus modestes. La ville abritait une population d'environ 400 000 habitants, cosmopolites et polyglottes, où le grec byzantin résonnait dans les rues aux côtés du syriaque, de l'arabe et des dialectes latins. Ces marchés regorgèrent de produits exotiques, des épices précieuses comme la cannelle et le poivre importé d'Inde, des soieries fines de Chine, de l'ivoire d'Afrique, des pierres précieuses de Perse, ainsi que des denrées locales comme le pain de blé, les olives, les poissons frais du Bosphore et les vins de Thrace. La technologie byzantine, héritière de savoirs antiques, surpassait souvent celle de l'Occident. Les ingénieurs byzantins excellaient dans la construction de machines de siège comme des trébuchets capables de lancer des projectiles de 50 kg à plus de 200 mètres de distance, et la fabrication du feu grégeois, une arme navale dévastatrice dont la composition exacte, probablement à base de naphte, de soufre et de résine, était un secret d'État jalousement gardé. Les forces byzantines, avec leur cavalerie cuirassée, les cataphractaires et leur infanterie professionnelle, disposaient d'une discipline et d'une organisation que les armées féodales occidentales n'avaient pas. Après avoir traversé les détroits et franchi l'Hellespont sur des navires byzantins, les armées croisées, rejointes par quelques contingents byzantins, se dirigèrent vers Nicée, la capitale du sultanat de Roum, située à environ 100 km de Constantinople. Le siège de Nicée, en mai et juin 1097, fut le premier test majeur de leur cohésion. La ville, fortifiée par des remparts de 10 mètres de haut et des tours espacées de 50 mètres, était défendue par une solide garnison turque. Les croisés durent construire des machines de siège massives, des tours en bois atteignant 15 mètres de hauteur et des béliers de 8 mètres de long, pour tenter de percer les défenses. La coordination avec la flotte byzantine, qui réussit à contrôler le lac Ascanien et à bloquer les approvisionnements de la ville par voie d'eau, fut cruciale. Après plusieurs semaines de combats intenses, la ville fut finalement prise par les Byzantins, une victoire stratégique pour l'Empire, mais une déception pour les croisés qui espérèrent le pillage. La marche à travers l'Anatolie, au cœur de l'été 1097, fut une épreuve d'une extrême difficulté. Les steppes anatoliennes, arides et vastes, manquaient cruellement d'eau et de vivres. La chaleur torride du mois de juillet, atteignant souvent les 40 degrés Celsius, épuisait hommes
et bête. Des milliers de chevaux moururent de soif et d'épuisement, obligeant de nombreux chevaliers à combattre à pied. La tactique de harcèlement des Turcs seldjoukides, basée sur la rapidité de leur cavalerie légère et leurs tirs d'archers à cheval, mettait à mal les formations occidentales plus lourdes. L'eau potable, transportée dans des outres en peau de chèvre d'une capacité de 10 litres, était rationnée avec la plus grande parcimonie, chaque soldat n'ayant droit qu'à 1 litre par jour. La bataille de Dorylaeum, le 1er juillet 1097, marqua un engagement majeur. Les forces croisées furent surprises par la cavalerie turque du sultan Kulich Arslan Ier. Les chevaliers de la première ligne, sous Bohémond de Tarente, furent encerclés et subirent de lourdes pertes. Leurs cottes de mailles résonnaient des flèches qui s'y brisaient, tandis que les cris de guerre se mêlaient au hennissement des chevaux. Ce ne fut qu'avec l'arrivée des renforts menés par Godefroy de Bouillon et Raymond de Saint-Gilles que les Turcs furent repoussés, non sans avoir infligé de sérieux dommages aux forces croisées. Cette victoire, bien que coûteuse, ouvrit la voie vers le sud, à travers les montagnes du Taurus, en direction de la Syrie. En décembre 1097, les croisés atteignirent Antioche, une des plus grandes villes de l'Orient, s'étendant sur des collines dominées par une citadelle imposante et protégée par des murailles de 12 km de circonférence. Le siège d'Antioche fut une épreuve encore plus longue et plus douloureuse que celle de Nicée, s'étirant sur plus de 8 mois. La garnison turque, forte d'environ 6000 hommes, défendait avec acharnement la cité. Les croisés, malgré leur supériorité numérique initiale, furent confrontés à des hivers rigoureux et à une famine dévastatrice. Le prix du blé s'envola, atteignant des sommets inimaginables, tandis que des rats et des herbes sauvages devenaient des mets recherchés. La vie quotidienne durant ces longs mois de siège était une succession de défis constants et de moments de résilience. Pour le chevalier, la journée commençait avant l'aube, vers 4 heures du matin, par la prière matinale, le matin suivi d'une inspection de son équipement. Son épée en acier de 90 cm, son bouclier de bois et cuir d'1,20 m de hauteur, sa cotte de mailles qu'il devait régulièrement graisser pour éviter la rouille. Son repas matinal était souvent composé d'une galette de céréales, d'un morceau de viande séchée et d'une gorgée d'eau ou de vin dilué. Les corvées militaires s'enchaînaient ensuite, patrouilles autour des murs, gardes aux postes avancés, participation à la construction de tours de siège en bois de chêne massif de 15 mètres de haut et 5 mètres de large, ou à des attaques sporadiques. L'odeur du camp, mélange de sueur, de fumée de feux de bois et de corps non lavés, était omniprésente. Pour le paysan qui accompagnait l'armée, espoir d'une nouvelle vie ou simple suiveur, le quotidien était plus rude encore. Le lever était également à l'aube, mais son travail consistait souvent à ramasser du bois mort pour le feu de camp, à chercher des herbes comestibles dans la campagne environnante, à entretenir les charrettes aux roues de bois massif ou à aider à préparer les repas. Sa nourriture, plus simple, se composait de bouillies d'orge, de racines et de quelques légumes sauvages trouvés çà et là, souvent assaisonnés d'une pincée de sel s'il en restait. Ses vêtements, une tunique de laine grossière et des braies de lin, étaient rarement lavés, leur couleur originelle s'étant estompée sous les couches de poussière et de terre. Les nuits étaient fraîches, les abris rudimentaires, souvent de simples tentes faites de peaux d'animaux cousus ensemble, de 2 mètres sur 3, offrant peu de protection contre le vent et le froid. Le sommeil, léger et souvent interrompu par les alertes, était une lutte constante contre la fatigue. Dans la ville assiégée d'Antioche, la vie des citoyens musulmans, des chrétiens orthodoxes et des juifs était une attente angoissante. Les sons des béliers frappant les murs, le sifflement des flèches et des pierres lancées par les machines de siège étaient le bruit de fond constant.
Les marchés de la ville, jadis animés par les senteurs des épices, cumin, coriandre, safran, et les cris des marchands, vendant des figues séchées, des olives marinées, des pains plats, se vidaient progressivement. La nourriture devenait une denrée rare et précieuse. Le pain, jadis cuit quotidiennement dans des fours en pierre d'1,50 m de diamètre, disparaissait. Les repas se composaient alors de petites portions de lentilles ou de pois chiches. Les femmes, vêtues de tuniques de lin aux couleurs terreuses, et les enfants, souvent pieds nus, passaient leur journée à chercher de l'eau au puits ou à réparer les maisons endommagées par les bombardements. La peur des bombardements était constante, et les toits de tuiles de terre cuite, souvent percés par les projectiles, offraient peu de protection. Ces descriptions sensorielles s'étendaient également aux villes byzantines comme Constantinople. Là, une journée pour un citoyen de la classe moyenne débutait avec le soleil se levant sur le Bosphore. La lumière filtrant à travers les fenêtres de bois treillissées de sa maison à 2 étages, mesurant environ 7 mètres sur 10. Le petit déjeuner pouvait inclure du pain de blé croustillant, des olives salées, du fromage de chèvre et un peu de miel parfumé aux herbes. Les artisans du quartier des forgerons, Alcoprateia, martelaient le bronze pour créer des icônes d'1 mètre de hauteur, tandis que les marchands du Mézé, l'avenue principale, proclamaient leurs marchandises, des soieries pourpres et dorées importées d'Extrême-Orient, des épices aromatiques, des bijoux en or et en argent ciselés avec délicatesse. Les odeurs de poissons grillés et d'encens de l'église voisine se mêlaient aux murmures du grec et du latin des passants. Le soir, le repas, plus élaboré, pouvait inclure du poisson fraîchement pêché, des légumes cuits avec de l'huile d'olive et du vin local. Le siège d'Antioche, une saga d'endurance, fut finalement brisé en juin 1098 grâce à une trahison interne. Un certain Firouz, fabricant d'armures arménien de confession chrétienne et gardien d'une des tours des remparts, la Tour des Deux Sœurs, ouvrit une poterne aux croisées dans la nuit. Bohémond de Tarente fut le premier à entrer, suivi par des milliers d'hommes qui se déversèrent dans la ville, déclenchant un massacre généralisé des habitants, que l'on estime à environ 10 000 personnes. La ville fut pillée. Ses trésors accumulés depuis des siècles furent dispersés et les provisions furent consommées avec avidité. Quelques jours plus tard, une armée de secours turque menée par Kerboga, Atabeg de Mossoul, arriva et assiégea à son tour les croisés à l'intérieur de la ville. C'est pendant ce second siège, alors que le moral des croisés était au plus bas, qu'un événement extraordinaire se produisit. Un clerc provençal, Pierre Barthélemy, affirma avoir découvert la Sainte Lance, l'arme qui aurait percé le flanc du Christ, sous le sol de la cathédrale Saint-Pierre d'Antioche. Cette relique, ou ce qui était perçu comme tel, fut exhibée en procession, ravivant de façon spectaculaire la ferveur et le courage des soldats. Le 28 juin 1098, les croisés, galvanisés par cette découverte et menés par Bohémond de Tarente, firent une sortie désespérée et mirent en déroute l'armée de Kerboga, sauvant ainsi Antioche et assurant leur position. Bohémond, en violation de son serment à Alexis Ier Comnène, fonda le principauté d'Antioche, un des premiers États latins d'Orient. Avant même la prise d'Antioche, un autre État latin avait vu le jour en Mésopotamie du Nord. En mars 1080 dépôt, Baudouin de Boulogne, frère de Godefroy, s'était détourné de la route principale pour se diriger vers Édesse, une ancienne cité prospère et centre chrétien important. La ville, avec ses murailles antiques de 6 mètres d'épaisseur, était gouvernée par un prince arménien. Par une série de manœuvres politiques et militaires habiles, Baudouin parvint à se faire adopter comme héritier par le souverain local, Tauros, puis, après la mort de ce dernier,
à prendre le contrôle de la ville et de la région environnante. Il y fonda le comté d'Édesse, le premier des États latins d'Orient, ouvrant la voie à l'établissement de la seigneurie franque en Syrie. Après les longs mois passés à Antioche, les croisés reprirent leur marche vers Jérusalem au début de l'année 1099. Le chemin le long de la côte levantine était marqué par des négociations avec les émirs locaux et des escarmouches, mais les principales villes côtières, telles que Tartous, Byblos et Beyrouth, étaient tenues par des garnisons fatimides qui préféraient souvent éviter un affrontement direct avec l'imposante armée franque. La flotte génoise et pisane, qui avait commencé à opérer en Méditerranée orientale, joua un rôle de plus en plus crucial dans l'approvisionnement des croisés, transportant des vivres, des armes et des renforts depuis les ports italiens. Le coût de ces convois maritimes était colossal, un navire de transport pouvant coûter 150 livres d'argent pour un aller-retour. Le 7 juin 1099, après presque 3 ans de voyage et de combats, les croisés atteignirent enfin Jérusalem, la ville sainte, leur objectif ultime. La cité, alors sous le contrôle des Fatimides d'Égypte, était fortement défendue. Ses murailles s'élevaient à 15 mètres de hauteur en certains points et étaient renforcées par des tours robustes. Le manque d'eau et de bois pour construire des machines de siège posa un défi immédiat aux assiégeants, qui durent transporter le bois sur plus de 40 km depuis la forêt de Samarie. Des puits furent creusés avec des pelles en fer de 40 cm de long, mais leur rendement était faible. La chaleur de l'été approchait, rendant la situation de plus en plus précaire pour les 10 000 à 15 000 soldats croisés qui restaient. Dans une ferveur religieuse renouvelée, les croisés firent une procession autour des murs de la ville le 8 juillet, pieds nus et chantant des hymnes, dans l'espoir d'une intervention divine. Puis, l'assaut final fut lancé le 14 juillet. Des tours de siège colossales, l'une construite par Godefroy de Bouillon et l'autre par Raymond de Saint-Gilles, chacune de 20 mètres de hauteur et de 7 mètres de largeur, furent acheminées vers les murailles, poussées par des centaines d'hommes. Les archers et arbalétriers, utilisant des arbalètes de bois et d'acier d'une portée de 200 mètres, couvraient l'avancée des assaillants. Le matin du 15 juillet 1099, Godefroy de Bouillon et ses hommes furent les premiers à franchir les remparts près de la porte de Damas. La prise de Jérusalem fut suivie d'un massacre d'une ampleur terrifiante. Les chroniques contemporaines décrivent des rivières de sang coulant dans les rues, des milliers d'habitants musulmans et juifs massacrés, sans distinction d'âge ni de sexe. Les chiffres varient, mais on estime à environ 30 000 à 40 000 le nombre des victimes. Les croisés se considéraient comme les instruments de la vengeance divine, purifiant la ville sainte de ceux qu'ils jugeaient comme des infidèles. Après la prise de la ville, Godefroy de Bouillon refusa le titre de roi, se contentant de celui d'avoué du Saint-Sépulcre, marquant l'établissement du royaume de Jérusalem, le plus prestigieux des États latins d'Orient. Ces nouvelles entités politiques, le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté d'Édesse et le comté de Tripoli, fondés en 1109 par Bertrand de Toulouse, formèrent un ensemble connu sous le nom d'Outre-mer, les terres d'au-delà de la mer. Ces États furent organisés selon les principes du féodalisme occidental, mais adaptés aux réalités locales. Des fiefs furent distribués aux chevaliers, des forteresses furent construites pour défendre les frontières, et des ports furent aménagés pour maintenir les liens avec l'Occident. Les ordres militaires, comme les Templiers, fondés en 1120, et les Hospitaliers, reconnus officiellement en 1113, allaient rapidement émerger comme des acteurs majeurs de la défense de ces territoires, leurs forteresses de pierre et leurs armées de moines soldats devenant les sentinelles de ces nouvelles frontières. Ainsi, comme un architecte trace les fondations d'un édifice grandiose avant que ses murs ne s'élèvent vers le ciel,
Cette période de développement et d'expansion forgea les structures d'une présence latine durable en Orient. Ces premières conquêtes, fruits d'une foi ardente et d'une détermination farouche, allaient y permettre l'éclosion d'une nouvelle civilisation sur ces terres antiques, une floraison dont la mémoire traverserait les millénaires. Ces fondations patientes, érigées dans le tumulte des premières conquêtes, allaient, comme l'eau sculpte la pierre avec une lenteur majestueuse, permettre l'éclosion d'une ère de splendeur et de consolidation. Au fil des décennies qui suivirent la prise de Jérusalem, les États latins d'Orient, désormais établis sur la Terre sainte, commencèrent à façonner leur propre identité, à la croisée des civilisations. Ce fut un temps d'organisation méticuleuse, de réalisation architecturale audacieuse et d'une vie urbaine foisonnante, où l'Occident et l'Orient se rencontraient et se mêlaient dans un creuset unique. Les structures politiques et sociales se rigidifièrent, les villes s'embellirent, et les liens commerciaux avec l'Europe et le monde musulman s'intensifièrent, marquant l'apogée de cette présence franque en Outre-mer. Le royaume de Jérusalem, au cœur de cet ensemble, se dota rapidement d'un cadre législatif sophistiqué, connu sous le nom des Assises de Jérusalem. Ce corpus de lois, rédigé au cours du XIIe siècle et principalement codifié sous le règne de Baudouin III, 1143 à 1162, définissait les droits et devoirs des nobles, des vassaux et des hommes libres, organisant ainsi la société féodale de manière rigoureuse. Les assises comprenaient des ordonnances sur la justice, les successions et les obligations militaires, avec des détails précis sur les amendes et les peines. Par exemple, un chevalier devait 60 jours de service militaire annuel au roi, accompagné de son écuyer et de 2 chevaux, et disposait de terres mesurant souvent plusieurs centaines d'hectares pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa maisonnée. Le royaume était divisé en de nombreux fiefs, et la haute cour, composée des grands vassaux et des officiers royaux, était le principal organe judiciaire et législatif. Au-delà des cadres légaux, les ordres militaires jouèrent un rôle prépondérant dans la défense et l'administration des États latins. Les Templiers, dont la règle fut officiellement approuvée par le pape en 1128, et les Hospitaliers, reconnus en 1113, devinrent de puissantes entités dotées de vastes domaines, de forteresses imposantes et de leurs propres armées de moines soldats. Le Krak des Chevaliers, par exemple, forteresse hospitalière acquise en 1144, était une merveille d'ingénierie militaire, avec ses 2 enceintes concentriques, ses murs extérieurs de 3 mètres d'épaisseur et ses tours intérieures atteignant 25 mètres de hauteur. L'ordre y maintenait une garnison permanente de plusieurs centaines de chevaliers et de sergents, ainsi que des stocks de vivres capables de soutenir un siège de 5 ans, comprenant des milliers de quintaux de blé, d'huile et de vin, stockés dans des citernes et des greniers souterrains. Les rois de Jérusalem, bien que confrontés à la complexité de leur royaume et aux rivalités internes, présidèrent à cette période d'épanouissement. Baudouin Ier, 1100 à 1118, frère de Godefroy de Bouillon, fut le premier à porter le titre de roi. Il consolida le royaume par des campagnes militaires successives, étendant ses frontières et capturant les villes côtières de Beyrouth, 1111, et Sidon, 1111, avec l'aide des flottes italiennes. Son règne fut marqué par la construction de nombreuses petites forteresses, souvent des tours carrées de 10 mètres de côté, avec des murs de 2 mètres d'épaisseur, érigés en pierre locale, le calcaire, pour contrôler les routes et protéger les colonies franques. Ces fortifications étaient essentielles pour sécuriser un territoire s'étendant sur environ 70 km de largeur et 200 km de longueur. L'architecture religieuse connut également une période de renouveau et d'adaptation. La basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, reconstruite et consacrée en 1149,
est un témoignage éclatant de cette fusion culturelle. Les architectes francs y intégrèrent des éléments romans occidentaux, comme la rotonde abritant le tombeau du Christ, avec des motifs et des techniques byzantines, notamment dans le travail de la mosaïque et de la pierre. La façade occidentale, avec ses 2 portails jumeaux de style roman, était sculptée de motifs floraux et de scènes bibliques, tandis que l'intérieur était orné de fresques et d'icônes, créant un espace de vénération unique, visité par des milliers de pèlerins chaque année, qui laissèrent souvent des offrandes d'argent pesant plusieurs grammes. Les villes portuaires, véritables portes d'entrée vers l'Occident, devinrent les poumons économiques des États latins. Acre, en particulier, sous le règne de Baudouin II, 1118 à 1131, s'éleva au rang de principal port du Levant, remplaçant la Constantinople byzantine pour une partie du commerce méditerranéen. Ses quais en pierre, longs de près de 500 mètres, voyaient accoster chaque semaine des dizaines de navires marchands, des coqs vénitiens aux galères génoises, transportant des marchandises de luxe et de première nécessité. Des quartiers entiers de la ville étaient dédiés aux colonies marchandes italiennes, avec leurs propres églises, leurs tribunaux et leurs entrepôts, les fonducs, des bâtiments de pierre à 2 ou 3 étages, avec des cours intérieures, mesurant souvent 20 mètres sur 30, où l'on stockait épices, soieries et textiles précieux. Le commerce florissant d'Acre était un spectacle de couleurs, de sons et d'arômes. Sur ces marchés vibrants, les marchands vénitiens proposaient des draps de laine fine, importés de Flandre, échangeant un rouleau de tissu de 20 mètres contre 2 baisans d'or, tandis que les Génois déchargèrent des cargaisons de sucre de canne cultivées dans les plantations de la plaine de la Bécois, le vendant à environ 1 baisan d'argent par quintal, 100 kg. Les épices orientales étaient omniprésentes. La cannelle de Ceylan, le poivre noir de Malabar, le safran d'Iran, vendus en petits sacs de toile pesant quelques onces, leurs arômes se mêlant à ceux du café torréfié et du pain fraîchement cuit dans les fours communaux. Les cris des marchands se mêlaient au cliquetis des pièces de monnaie, au hennissement des chevaux et au murmure des différentes langues parlées, français, italien, grec, arabe et syriaque. La vie quotidienne dans les grandes cités de l'outre-mer, comme Jérusalem ou Acre, était un tableau vivant de cette interaction culturelle et économique. Pour un habitant franc de la classe moyenne, la journée commençait souvent vers 6 heures du matin, avec le lever du soleil. Après une prière rapide et un petit déjeuner composé de pain de blé, d'olives marinées et d'un morceau de fromage de chèvre, il se rendait à son travail. S'il était artisan, par exemple un tisserand de soie, il passait la journée dans son atelier, un espace de 3 mètres sur 4, où le métier à tisser en bois résonnait du mouvement des navettes, transformant les fils de soie importés de Chine en étoffes chatoyantes. Les odeurs de laine mouillée et de teinture naturelle, indigo pour le bleu, cochenille pour le rouge, imprégnaient l'air. Son déjeuner, vers midi, était simple. Une soupe de lentilles, quelques dattes, sucrées et de l'eau. Le chevalier franc, lui, menait une vie plus structurée par les devoirs militaires et religieux. Sa journée débutait par la messe matinale, suivie d'un entraînement intensif au maniement des armes dans la cour du château ou de la commanderie templière. Armé de sa longue épée d'acier, mesurant près d'1 mètre et protégé par une cotte de maille de 15 kg, il pratiquait les charges à cheval et les combats à pied. Ses repas, plus copieux, incluaient de la viande rôtie, du poisson d'eau douce, du pain blanc et du vin, servis sur des tables de bois massives dans le grand hall. Les couleurs de ses vêtements reflétaient son statut. Une tunique de laine fine teintée de rouge ou de bleu, brodée des armoiries de sa famille, sous une cape de lin. Les soirées étaient dédiées à la lecture de manuscrits religieux ou à des jeux de stratégie comme les échecs, à la lumière tremblotante des lampes à huile.
Pour les populations locales, qu'elles soient chrétiennes orthodoxes, musulmanes ou juives, la vie dans ces cités franques s'adaptait aux nouvelles réalités, tout en conservant des traditions ancestrales. Dans un quartier musulman d'Acre, une femme passait sa matinée à préparer le repas familial. Du pain plat cuit sur une plaque de tôle chauffée, un ragoût d'agneau aux pois chiches et aux épices comme le cumin et la coriandre, et des légumes frais du marché. Les arômes de cette cuisine mijotée se mêlaient aux effluves d'encens provenant des mosquées voisines et aux chants lointains des mouezzins. Ses vêtements, une longue robe de lin de couleur neutre et un voile couvrant ses cheveux, étaient pratiques et modestes. L'après-midi, elle pouvait se rendre aux bains publics, des édifices en pierre de 20 mètres sur 15, aux dômes ornés pour des rituels de purification et de socialisation. Les festivités religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, animaient régulièrement la vie urbaine. Lors des grandes processions de Pâques à Jérusalem, des milliers de pèlerins et d'habitants se rassemblaient. Le cortège, paré de bannières aux couleurs vives, de croix d'argent et d'icônes dorées, serpentait à travers les rues étroites de la ville, depuis le mont des Oliviers jusqu'au Saint-Sépulcre. Les prêtres, vêtus de chasubles brodés d'or, chantaient des hymnes latins, tandis que le son des cloches d'église, lourdes pièces de bronze d'1 mètre de diamètre, résonnait dans l'air. Pour les habitants musulmans, les célébrations de l'Aïd, avec leurs prières collectives dans les grandes mosquées, leurs festins familiaux et leurs échanges de cadeaux, créaient des moments de joie et de partage, où l'on dégustait des pâtisseries au miel et aux pistaches. Les sons urbains étaient un mélange constant des cultures. Le matin, les cris des marchands de légumes frais, tomates de Jaffa, olives de Galilée, se mêlaient au cliquetis des marteaux des forgerons, frappant le fer pour fabriquer des outils agricoles ou des fers à cheval, leurs ateliers exhalant une odeur de métal chauffé et de charbon de bois. Le soir, le murmure des conversations dans les tavernes franques, où l'on buvait du vin local dans des gobelets de terre cuite, se superposait aux mélodies des musiciens arabes, jouant du oud et du kanoun dans les cafés voisins, leur sonorité douce s'élevant vers les étoiles. Les arômes des rues étaient un kaléidoscope olfactif. L'odeur sucrée du pain fraîchement sorti du four communal, l'encens des églises et des mosquées, le parfum des roses et des jasmins des jardins intérieurs, mais aussi les relents moins agréables des déchets et des animaux. La coexistence parfois tendue, souvent pragmatique, entre les Francs et les populations locales permit un échange mutuel. La cuisine franque adopta des épices orientales comme la coriandre et le cumin, et des techniques de cuisson comme le rôtissage en brochette. Des mots arabes comme douane ou magasin entrèrent dans le vocabulaire des Francs. Dans le domaine de l'artisanat, les ateliers latins commencèrent à produire des céramiques émaillées aux motifs orientaux, imitant les poteries égyptiennes, et les orfèvres francs adoptèrent des techniques de filigrane et de granulation, inspirées des artisans syriens, pour créer des bijoux en or et en argent, pesant parfois 20 à 30 grammes. Les pèlerins occidentaux ramenaient souvent chez eux des souvenirs de ce mélange culturel, des icônes byzantines au tissu brodé d'inspiration islamique, diffusant ses influences en Europe. Les réalisations architecturales de cette période ne se limitèrent pas aux villes saintes. Le krag des chevaliers, déjà mentionné, fut le joyau de la couronne hospitalière, un chef-d'œuvre de la fortification médiévale s'étendant sur une superficie de 28 000 mètres carrés, ses murs protégeant une garnison de 2000 hommes. Mais d'autres châteaux, comme le château de Marga, avec ses murs de 6 mètres d'épaisseur et ses 16 tours, ou Belvoir, bâti par les hospitaliers sur un plateau basaltique dominant la vallée du Jourdain, furent également des symboles de la puissance franque. Ces forteresses, construites avec des milliers de blocs de pierre taillés sur place, employaient des maçons et des tailleurs de pierre locaux, supervisés par des ingénieurs francs,
dans des chantiers qui pouvaient durer plusieurs décennies et mobiliser des centaines d'ouvriers. Le système monétaire des États latins reflétait également cette complexité. Si les premières monnaies franques étaient des deniers d'argent calqués sur les modèles occidentaux, l'influence économique du monde musulman conduisit à l'émission de baisans d'or, imitant le dinar fatimide, avec des inscriptions en arabe. Ces pièces, pesant environ 4 grammes d'or pur, étaient largement acceptées dans tout le Levant, facilitant le commerce avec les marchands musulmans et byzantins. Plus tard, sous le règne de Jean d'Ibelin au XIIIe siècle, le royaume de Jérusalem frappa ses propres baisans, souvent avec des légendes latines et des symboles chrétiens, mais conservant un aspect visuel proche des monnaies islamiques pour en garantir l'acceptation commerciale. L'agriculture de l'outre-mer, enrichie par les innovations arabes, jouait un rôle essentiel. La culture de la canne à sucre fut l'une des plus importantes, transformant les plaines côtières en vastes champs. Le processus de fabrication du sucre était laborieux. La canne, après avoir été coupée, était pressée dans des moulins à eau ou à animaux. Le jus collecté et bouilli dans de grandes cuves de cuivre d'un diamètre de 2 mètres, puis clarifié et séché en pain conique. Ces sucres, exportés vers l'Europe, étaient des denrées de luxe, vendues à des prix élevés. Des moulins hydrauliques, dotés de roues d'un diamètre de 3 mètres, étaient construits le long des rivières pour moudre le blé et presser les olives, produisant de l'huile, ingrédient de base de l'alimentation locale. Les croisades suivantes, bien que n'atteignant jamais la même ampleur ni la même réussite que la première, contribuèrent également à cette période de consolidation. La deuxième croisade, 1147 à 1149, menée par le roi Louis VII de France et l'empereur Conrad III d'Allemagne, bien qu'ayant échoué dans son objectif de prendre Damas, renforça les effectifs francs et permit de stabiliser certaines frontières. Les chevaliers et les fantassins qui s'installèrent après cette expédition apportèrent de nouvelles techniques militaires et de nouvelles ressources financières, consolidant ainsi la présence latine en profondeur. Les murs d'Acre et de Tyr furent renforcés par de nouvelles tours de pierre de 15 mètres de hauteur et de 6 mètres de diamètre, améliorant la défense côtière contre les menaces navales. La diplomatie fut également un instrument crucial pour le maintien de ces États. Les rois de Jérusalem et les princes d'Antioche entretenaient des relations complexes avec leurs voisins musulmans et les Byzantins. Des traités de paix, des trêves et des alliances temporaires étaient souvent signés, notamment avec les cités marchandes musulmanes comme Damas, pour garantir la sécurité des caravanes commerciales et l'accès aux ressources. Par exemple, le traité signé par le roi Amaury Ier avec Saladin en 1177 prévoyait le paiement d'un tribut annuel de 160 000 dinars égyptiens au royaume franc en échange de la protection des marchands musulmans sur les routes franques. Ces échanges, au-delà des affrontements, témoignaient d'une interdépendance économique et d'une cohabitation parfois forcée mais souvent nécessaire. Le savoir-faire en matière de construction et d'ingénierie se manifestait dans la gestion de l'eau. Les Francs adaptèrent et améliorèrent les systèmes d'irrigation existants, hérités des Romains et des Arabes. Des canaux en pierre, longs de plusieurs kilomètres et larges d'1 mètre, furent creusés pour dériver l'eau des rivières vers les champs agricoles et les jardins urbains. Des citernes souterraines, taillées dans le roc et d'une capacité de plusieurs milliers de litres, étaient essentielles pour stocker l'eau de pluie, notamment dans les forteresses et les villes, assurant un approvisionnement constant pendant les longs mois d'été où les précipitations étaient quasi inexistantes. La maintenance de ces infrastructures hydrauliques était une tâche collective et vitale pour la survie des communautés. Ainsi, au fait de leur puissance, les États latins d'Orient étaient des centres de vibrant commerce, de réalisations architecturales audacieuses et d'une vie quotidienne riche et complexe, fruit d'un mélange unique de cultures. Mais sous la surface dorée de cette grandeur,
des courants invisibles commençaient déjà à tracer de nouveaux chemins, porteurs de métamorphoses que nul ne pouvait encore deviner, comme les marées montantes et descendantes qui sculptent inlassablement les rivages d'un empire. Les décennies qui suivirent cette période d'épanouissement, où la présence franque en Outre-mer semblait atteindre son zénith, virent lentement émerger des fissures dans la façade de cette grandeur. Tel un fleuve qui, après un cours paisible, rencontre des rapides tumultueux, les États latins furent confrontés à des transformations profondes et à des défis existentiels. Ces bouleversements, issus de l'évolution des forces régionales et des tensions internes, allaient redessiner la carte du Levant, marquant le début d'une ère de recul et d'adaptation, où la survie même de ces royaumes devint une lutte incessante contre les puissances montantes de l'Orient, modifiant irrémédiablement le cours de l'histoire et laissant des échos de ces luttes dans les pierres usées des forteresses. Au milieu du XIIe siècle, un nouveau pouvoir s'affirmait au sein du monde musulman, celui de Zengi, un atabek turc qui avait patiemment unifié Alep et Mossoul. Son ambition était de forger un empire capable de repousser la présence franque. En 1144, il dirigea ses forces, estimées à plus de 10 000 hommes, vers Édesse, la capitale du comté franc, située à environ 150 km à l'est d'Antioche. La ville, protégée par des murs massifs de 4 mètres d'épaisseur et des tours de 20 mètres de hauteur, était défendue par une petite garnison de seulement 500 chevaliers et 1500 fantassins. Après un siège de 28 jours, marqué par l'utilisation de mines souterraines et de béliers de 60 tonnes, les murs s'effondrèrent le 24 décembre, ouvrant la voie à la chute de la cité. Cet événement, le premier recul majeur des Francs, résonna comme un avertissement silencieux dans toute l'Europe. La chute d'Édesse provoqua un appel à la deuxième croisade, prêché par Bernard de Clairvaux avec une ferveur retentissante. En 1147, 2 vastes armées occidentales, l'une menée par le roi Louis VII de France et l'autre par l'empereur Conrad III d'Allemagne, se mirent en route pour l'Orient. Cependant, cette expédition fut entravée par des problèmes logistiques et des désaccords stratégiques. Les croisés allemands furent décimés en Anatolie par les Seldjoukides et les Français subirent de lourdes pertes. Leur objectif principal, la ville de Damas, fut assiégée en 1148 par une force combinée des croisés et des francs locaux, mais après seulement 4 jours, des dissensions internes et une mauvaise gestion des ressources, notamment de l'eau, conduisirent à un retrait désordonné. Cet échec cuisant, à seulement 80 km de Jérusalem, laissa un sentiment d'amertume et affaiblit durablement la confiance envers l'aide occidentale, tout en renforçant la conviction des Francs qu'ils devaient désormais compter davantage sur leurs propres forces. Parallèlement à ces défis externes, les États latins d'Orient étaient traversés par des courants de tensions internes. Des rivalités dynastiques et des querelles féodales exacerbées par la succession difficile de rois parfois jeunes ou malades, minaient la cohésion du royaume. Après le règne de Baudouin III, l'ascension au trône de Baudouin IV, le roi lépreux, 1174 à 1185, créa une période d'incertitude. Sa maladie, diagnostiquée vers l'âge de 13 ans, l'empêchait de diriger pleinement le royaume, et il dut s'appuyer sur une série de régents, dont Raymond III de Tripoli et Guy de Lusignan. Ces régences furent souvent des théâtres de factions opposées, les uns prônant la paix et la coexistence avec les voisins musulmans, les autres, comme Renaud de Châtillon, préférant une politique d'agression et de raids audacieux, ignorant souvent les traités existants et créant des ruptures diplomatiques, comme lors de l'attaque d'une caravane musulmane en 1186. Dans l'ombre de la désunion franque, une étoile montante brillait dans le firmament musulman.
Saladin. Après la mort de Nur al-Din en 1174, Saladin, initialement son vizir en Égypte, commença à consolider son pouvoir, unifiant l'Égypte, la Syrie et une partie de la Mésopotamie sous sa bannière. Cet empire ayoubide naissant, s'étendant sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, encerclait désormais les États latins, dont la superficie cumulée ne dépassait guère 150 000 kilomètres carrés. Saladin, stratège patient et diplomate habile, alternait les périodes de trêve, souvent négociées pour une durée de 4 à 10 ans, avec des campagnes militaires ciblées, épuisant progressivement les ressources franques et testant leur défense, tout en se présentant comme le champion de l'islam contre les croisés. Les fortifications franques, bien que robustes, étaient dispersées et difficiles à défendre face à une force unifiée. Le krach des chevaliers, avec ses murs de 3 mètres d'épaisseur et ses réserves pour 5 ans, pouvait résister, mais de nombreuses petites forteresses, comme Chastel-Pèlerin ou Safed, étaient plus vulnérables. L'entretien de ces ouvrages d'art, qui nécessitaient des milliers de tonnes de pierres et des centaines de maçons, pesait lourdement sur les finances du royaume, déjà grevé par l'entretien des armées et la corruption. Les États latins durent aussi faire face à une diminution de l'immigration de l'Occident, ce qui réduisait le nombre de nouveaux soldats et colons, rendant la tâche de défendre les frontières étendues de 150 km au nord au sud, d'autant plus ardue. En 1187, la situation atteignit un point de non-retour. La trêve entre Saladin et le royaume de Jérusalem fut rompue par les incursions de Renaud de Châtillon, qui attaqua des caravanes musulmanes et mena des raids audacieux vers les villes saintes de l'islam, allant jusqu'à menacer la Mecque. Saladin, pour venger ces provocations et unir davantage les forces musulmanes, rassembla une armée estimée à plus de 30 000 cavaliers et fantassins, dont des archers montés rapides et des fantassins ayyoubides lourdement armés. Face à cette menace, le roi Guy de Lusignan et Raymond III de Tripoli, malgré leurs différends, unirent leurs forces, rassemblant une armée d'environ 20 000 hommes, dont 1 200 chevaliers lourdement cuirassés, 10 000 fantassins et 8 000 miliciens locaux. La confrontation décisive eut lieu près des Cornes de Hattin, une colline volcanique au sud-ouest de Tibériade, le 4 juillet 1187. Les Francs, poussés par la nécessité de secourir Tibériade assiégée et épuisés par une marche forcée sous un soleil brûlant de plus de 40 degrés Celsius, furent privés d'eau, leur seul accès étant un puits à plus de 10 km. Saladin, anticipant leur mouvement, avait positionné ses troupes pour couper leur retraite vers le lac de Tibériade, dont l'eau étincelait à seulement quelques kilomètres, mais inaccessible. Les archers musulmans harcelèrent sans relâche les lignes franques, allumant même des feux de brousse pour étouffer les croisés avec la fumée et la chaleur. La bataille fut un désastre pour les Francs. Leur cavalerie lourde, épuisée et assoiffée, ne put briser les lignes musulmanes, composées d'une succession de formations flexibles. Les fantassins, sous la chaleur accablante, furent coupés des chevaliers, leurs formations désarticulées. La Sainte Croix, leur relique la plus précieuse et leur étendard moral, fut capturée. Parmi les milliers de morts, un nombre considérable furent des chevaliers et des nobles. Le roi Guy de Lusignan, Renaud de Châtillon et de nombreux seigneurs francs furent faits prisonniers. Cette défaite, où près de 15 000 Francs périrent ou furent capturés, marqua la fin de l'hégémonie militaire franque et ouvrit la voie à la quasi-totalité de l'outre-mer. La défaite de Hattin eut des conséquences immédiates et dévastatrices. En l'espace de quelques mois seulement, Saladin, avec ses armées désormais triomphantes, lança une série de sièges contre les villes franques, presque toutes affaiblies par la perte de leurs garnisons et de leurs chefs. Acre, Jaffa, Sidon, Beyrouth et un grand nombre de châteaux, dont le puissant fort de Safed, tombèrent les uns après les autres.
Jérusalem elle-même, la ville sainte, fut assiégée en septembre 1187. Après 12 jours de siège, où Saladin utilisa des trébuchets projetant des pierres de 50 kg contre les murs, la ville, défendue par Baliandi Bélin avec une poignée de chevaliers et une milice improvisée, capitula le 2 octobre. Contrairement à la prise de la ville par les croisés en 1099, Saladin offrit des conditions de capitulation remarquablement généreuses. Les habitants chrétiens furent autorisés à quitter la ville en payant une rançon d'environ 10 dinars pour un homme, 5 pour une femme et 1 pour un enfant, un prix fixé pour permettre à de nombreux pauvres de se racheter. Ceux qui ne pouvaient payer furent réduits en esclavage, mais Saladin lui-même, ainsi que son frère, libérèrent des milliers de ses esclaves à leurs propres frais. Les trésors des églises furent respectés et les pèlerins chrétiens, même après la chute, purent continuer à visiter la basilique du Saint-Sépulcre, marquant une approche plus tolérante que celle des croisés et laissant une empreinte durable sur la mémoire collective. La nouvelle de la chute de Jérusalem provoqua une onde de choc en Europe, conduisant à la troisième croisade, 1189 à 1192, l'une des plus célèbres. 3 monarques majeurs prirent à la croix. L'empereur Frédéric Barberousse du Saint-Empire romain germanique, le roi Philippe II Auguste de France et le roi Richard Ier Cœur de Lion d'Angleterre. Barberousse, à la tête d'une armée d'environ 100 000 hommes, périt tragiquement en Anatolie en 1189 en traversant une rivière, un coup terrible pour le moral des croisés et une perte stratégique irréparable. L'objectif principal de la troisième croisade devint la reprise d'Acre, le port essentiel pour le ravitaillement. Le siège d'Acre fut l'un des plus longs et des plus brutaux du Moyen Âge, durant près de 23 mois, de août 1187 à juillet 1189. Les croisés, malgré les maladies et les assauts incessants de Saladin, parvinrent à encercler la ville. L'arrivée de Richard Cœur de Lion en juin 1189, avec sa flotte de 25 navires et ses 3000 hommes, renforça considérablement les assiégeants. Il déploya des engins de siège améliorés, comme des mangonneaux capables de projeter des roches de 70 kg à plus de 200 mètres, et organisa des assauts concertés. Après d'intenses combats et l'épuisement des défenseurs musulmans, la ville d'Acre capitula le 12 juillet 1189. Cette victoire, bien que coûteuse, redonna aux Francs un point d'ancrage vital sur la côte. Cependant, les tensions entre Richard et Philippe Auguste, ce dernier reprochant au roi anglais son arrogance et son ambition, conduisirent au départ de Philippe pour la France. Richard, désormais seul chef de la croisade, poursuivit la campagne avec une série de batailles et de manœuvres audacieuses. Sa victoire la plus éclatante fut la bataille d'Arsouf, le 7 septembre 1189, où les chevaliers francs, dans une charge parfaitement coordonnée, brisèrent l'armée de Saladin, infligeant des pertes estimées à 7000 hommes aux musulmans. Malgré ces victoires, Richard ne put jamais reprendre Jérusalem. Après 2 tentatives infructueuses pour atteindre la ville sainte, contraint par la saison, le manque de ressources et la menace de rébellion en Angleterre, il signa le traité de Jaffa avec Saladin en septembre 1192. Ce traité garantissait la possession franque d'une bande côtière s'étendant d'Acre à Jaffa, d'une largeur d'environ 40 km, et autorisait les pèlerins chrétiens à visiter Jérusalem librement. Bien que décevant pour beaucoup, cet accord permit aux États latins de subsister, réduits à un mince liseré côtier, mais toujours vivant. Le XIIIe siècle fut une période de déclin progressif et de lutte constante pour la survie. Les menaces ne venaient plus seulement des Ayyoubides, mais d'une nouvelle puissance montante, les Mamelouks d'Égypte. Ces guerriers esclaves turcs et circassiens, qui avaient renversé la dynastie Ayyubide en 1250, se montrèrent des adversaires implacables
déterminés à expulser définitivement les Francs du Levant. Sous les sultans Baybars, 1260 à 1273, et Kalaoun, 1279 à 1290, les Mamelouks lancèrent une série de campagnes systématiques, assiégeant et capturant les forteresses franques les unes après les autres. Le Krak des Chevaliers, la forteresse hospitalière autrefois imprenable, fut assiégée par Baybars en 1271. Après un mois de résistance héroïque, où les Hospitaliers, bien que réduits à une garnison d'environ 200 chevaliers, repoussèrent les assauts des catapultes mamelouks qui projetèrent des roches de 80 kg, la forteresse tomba par ruse. Baybars fit circuler une fausse lettre de leur grand maître, ordonnant la reddition. Les chevaliers, croyant à une directive de leur autorité suprême, ouvrirent les portes et furent autorisés à quitter les lieux avec leurs biens. Cette prise marqua un tournant, montrant que même les bastions les plus puissants pouvaient en succomber. Antioche, l'un des premiers États latins, tomba en 1268. Baïbar, à la tête d'une armée de 20 000 hommes, parvint à briser ses défenses. Le massacre qui suivit, bien que non universel, fit périr des milliers d'habitants et mit fin à 80 ans de présence franque dans la principauté. Tripoli, autre grand port, fut prise par le sultan Kalaoun en 1289, après un siège de 34 jours où des milliers de soldats mamelouks utilisèrent des engins de siège géants et des sapeurs pour affaiblir les murs de la ville, épais de 7 mètres par endroit. Ces pertes réduisaient le royaume de Jérusalem, désormais symbolique, à une poignée de villes côtières. Les croisades du XIIIe siècle, bien que nombreuses, furent de moins en moins efficaces. La quatrième croisade, 1284, détournée vers Constantinople, ne fit qu'affaiblir l'Empire byzantin, un allié potentiel contre les Mamelouks. Les croisades ultérieures, souvent dirigées contre l'Égypte, échouèrent lamentablement, à l'instar de celles menées par Louis IX de France, capturé à Damiette en 1249. L'enthousiasme en Europe s'émoussait, et les ressources, tant humaines que financières, devenaient rares. Les ordres militaires, affaiblis par les pertes et les dissensions internes, peinaient à maintenir leur garnison, qui nécessitait au moins 200 chevaliers et 1000 sergents par grande forteresse. En 1291, le dernier acte de la présence franque en Terre Sainte se joua à Acre. La ville, surpeuplée de réfugiés et de soldats, restait la dernière forteresse chrétienne majeure. Le sultan mamelouk al-Ashraf Khalil y mena une armée colossale, estimée à 100 000 hommes et une centaine de puissants engins de siège. Les défenseurs francs, sous le commandement du roi Henri II de Chypre, ne comptaient que 14 000 hommes, dont 1 millier de chevaliers des ordres militaires, mais leurs fortifications étaient solides, avec un mur extérieur de 3 mètres d'épaisseur et une double enceinte par endroits. Le siège dura plus de 40 jours. Les Mamelouks, après avoir creusé des tunnels sous les murs et bombardé la ville avec des roches de plus de 200 kg, lancèrent l'assaut final le 18 mai 1291. Malgré une résistance farouche, notamment de la part des Templiers qui défendirent leur forteresse avec une bravoure désespérée, les Mamelouks submergèrent les défenses. Les combats de rue furent acharnés et des milliers de civils et de soldats périrent. Les derniers défenseurs, y compris le grand maître des Templiers, Guillaume de Beaujeu, trouvèrent la mort dans la bataille. La chute d'Acre marqua la fin des États latins d'Orient. Les dernières villes côtières, comme Tyr, Sidon et Beyrouth, furent évacuées sans combat dans les jours et semaines qui suivirent. Après près de 2 siècles de présence, l'expérience franque en Terre Sainte touchait à sa fin, laissant derrière elle des ruines silencieuses, des récits de bravoure et de défaite,
et une mer de souvenirs gravés dans la pierre et la mémoire des peuples. Le rideau tomba sur cette époque tumultueuse. Ainsi, comme les marées incessantes qui érodent lentement les falaises d'un continent, ces transformations et ces défis avaient progressivement sculpté les contours d'un monde en mutation. Les échos de ces grandes batailles et les murmures des cités tombées s'estompèrent peu à peu dans le lointain, laissant derrière eux des vestiges d'une époque révolue, mais dont l'héritage, tel un courant souterrain, allait perdurer et se transformer dans le silence des siècles à venir. De ces bouleversements, comme de la cendre naît la terre nouvelle, allait émerger une continuité inattendue, un héritage qui traverserait les tempêtes du temps. Les siècles qui suivirent ces métamorphoses profondes révélèrent en effet une persistance étonnante de pratiques, d'idées et de structures, souvent transformées, parfois discrètes, mais toujours présentes, ancrées dans le sol du Levant, comme les racines d'arbres millénaires. La disparition des États latins en 1291 ne signifia pas l'effacement total de leur passage, mais plutôt une sédimentation d'influences qui continuèrent de façonner le paysage social, économique et architectural de la région, bien au-delà de la présence franque directe, témoignant de la complexité des échanges historiques. L'une des persistances les plus notables fut l'évolution des ordres militaires, notamment les hospitaliers et les templiers. Après la chute d'Acre, les hospitaliers, qui avaient perdu leur forteresse de Crac des Chevaliers en 1271, se retirèrent à Chypre, puis établirent leur quartier général sur l'île de Rhodes en 1309. Là, ils transformèrent leur mission, passant de défenseurs de la Terre Sainte à protecteurs des pèlerins et gardiens des routes maritimes contre les Ottomans et les corsaires. Leurs compétences en ingénierie militaire, développées au Levant, furent appliquées à la construction du grand château de Rhodes, avec ses murs de 12 mètres d'épaisseur et ses 7 bastions, qui résista aux sièges ottomans de 1480 et de 1522, démontrant la transmission de leur savoir-faire architectural et stratégique. Quant aux Templiers, leur destin fut plus sombre, mais leur influence fut tout aussi durable, quoique de manière différente. Suite à leur retrait en Europe, leur immense richesse et leur organisation quasi-étatique devinrent une menace perçue par les monarchies. En 1307, le roi Philippe IV de France, endetté auprès de l'ordre, lança une campagne d'arrestation et de procès, les accusant d'hérésie et de pratiques blasphématoires. Le pape Clément V, sous pression, prononça la dissolution de l'ordre en 1312, transférant leurs biens aux hospitaliers. Bien que l'ordre disparût en tant qu'entité, la légende des Templiers et de leurs trésors perdura à travers les siècles, alimentant des mythes et des sociétés secrètes, un héritage culturel et symbolique qui continue de résonner dans la littérature et l'imaginaire contemporain, bien loin des champs de bataille orientaux. Sur le plan économique, les réseaux commerciaux établis par les Francs, bien que modifiés, ne disparurent pas totalement. Les marchands italiens, notamment vénitiens et génois, qui avaient obtenu des privilèges commerciaux lucratifs dans les ports francs, continuèrent leurs activités sous la domination mamelouk puis ottomane. Des comptoirs commerciaux subsistèrent à Alexandrie et Damas, servant de pont entre l'Europe et l'Orient. Les produits méditerranéens tels que les tissus de laine d'Italie, le verre de Venise et les métaux précieux continuèrent d'être échangés contre les épices d'Inde, la soie de Chine et les parfums d'Arabie. Les techniques de comptabilité et de financement, perfectionnées par les marchands francs, furent adoptées et adaptées, contribuant au développement des pratiques commerciales maritimes qui allaient ensuite soutenir les grandes explorations du XVe siècle. Les innovations agricoles et les transferts de cultures introduits ou développés durant la période franque laissèrent également une empreinte. Les techniques d'irrigation, bien que déjà présentes dans la région, furent parfois améliorées
ou étendue par les colons francs, qui adaptèrent des méthodes européennes aux conditions arides du Levant. La culture de la canne à sucre, par exemple, qui avait prospéré dans les plantations des États latins, fut poursuivie par les Mamelouks. Des usines de sucre équipées de presses à canne actionnées par des bœufs et de chaudières en cuivre de 3 mètres de diamètre subsistèrent dans la vallée du Jourdain et en Syrie, exportant du sucre raffiné vers l'Europe jusqu'au XVIe siècle. Cette production influença directement les préférences culinaires européennes et les économies coloniales futures. L'architecture militaire franque, quant à elle, représenta un legs matériel et technique d'une importance capitale. Les châteaux francs, comme le Krak des chevaliers en Syrie, avec ses murs concentriques et ses tours de flanquement, furent des modèles d'ingénierie défensive. Ces structures, certaines toujours debout avec leurs blocs de calcaire de 2 mètres de côté et leurs douves de 15 mètres de large, furent non seulement utilisées par les Mamelouks et les Ottomans, mais aussi étudiées. La conception des châteaux mamelouks, tels que la citadelle du Caire ou la forteresse de Qaitbay à Alexandrie, intégra des éléments de design franc, comme les portes coudées et les meurtrières adaptées aux arcs, une hybridation architecturale qui témoigne d'un échange technique au-delà des conflits, adaptant les forces de l'adversaire pour mieux se défendre. Les vestiges de cette époque sont aujourd'hui des sites archéologiques majeurs, des témoignages silencieux des civilisations qui s'y sont succédées. Le Krak des chevaliers, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre encore une image saisissante de la puissance franque, ses couloirs sombres et ses salles voûtées, murmurant les échos de ses défenseurs. Des fouilles à Césarée, un port franc important, ont révélé des églises croisées du XIIe siècle, avec des mosaïques polychromes et des fondations de murs en grès de 60 cm d'épaisseur, superposées à des structures romaines et byzantines, illustrant les strates successives de l'histoire. À Acre, le souterrain des Chevaliers, un complexe souterrain de salles voûtées du XIIIe siècle s'étendant sur plus de 500 mètres carrés, a été mis au jour, dévoilant des réfectoires, des écuries et des magasins qui témoignent de la vie quotidienne et de l'ingéniosité structurelle de l'époque franque. La mémoire des croisades et des États latins a également marqué le folklore et la toponymie locale. Dans certaines régions du Levant, des légendes et des récits populaires conservent le souvenir des Francs ou des Romains, attribuant des constructions ou des événements à ces anciens occupants. Des noms de lieux comme Kalat al-Faranj, le château des Francs pour certaines ruines, ou Bourj al-Salib, la tour de la croix, perpétuent l'héritage linguistique. Ces récits oraux, bien que souvent transformés et embellis au fil des siècles, constituent une continuité culturelle immatérielle, un murmure persistant qui traverse les générations et ancre le passé dans le présent des communautés locales, enrichissant la tapisserie narrative de la région. Sur le plan politique et identitaire, la période des croisades a profondément influencé la conscience collective européenne et moyen-orientale. En Europe, elle a contribué à forger une identité chrétienne et chevaleresque, glorifiant des figures comme Richard Cœur de Lion, dont les exploits furent magnifiés par les chansons de geste et les chroniques, inspirant la littérature romanesque médiévale et moderne. La notion de guerre sainte pour la défense de la foi, bien que contestée, a persisté, influençant les mouvements religieux et politiques ultérieurs jusqu'à la Réforme. Les récits de croisades, souvent empreints d'orientalisme, ont également façonné la perception de l'Orient par l'Occident, créant des images persistantes qui se sont incrustées dans l'imaginaire collectif. Au Moyen-Orient, l'expérience franque a renforcé un sentiment d'unité face à un ennemi commun, particulièrement sous des figures comme Saladin, dont la réputation de champion de l'islam s'est ancrée dans la mémoire historique. Cette période a été un catalyseur pour l'émergence de dynasties puissantes comme les Ayyoubides et les Mamelouks,
qui ont consolidé leur pouvoir en se présentant comme les défenseurs du Dar al-Islam. La conscience de la menace extérieure a souvent été mobilisée dans des contextes politiques ultérieurs, et le souvenir de la résistance aux croisés est devenu une composante essentielle de l'identité nationale et panarabe dans la région, mobilisée à travers des discours et des récits historiques, sculptant les mentalités et les relations internationales jusqu'à l'époque contemporaine. L'héritage juridique des États latins, bien que moins évident, a également laissé quelques traces. Le droit coutumier franc, issu du système féodal européen et codifié dans les Assises de Jérusalem, une collection de lois et de procédures du XIIIe siècle, a influencé les systèmes juridiques des communautés chrétiennes orientales. Ces communautés, sous la domination musulmane, ont souvent conservé une certaine autonomie pour gérer leurs affaires internes, s'appuyant parfois sur des principes juridiques hérités de la période franque pour la propriété foncière ou les successions. Cette persistance, limitée mais significative, démontre comment les institutions peuvent survivre et s'adapter dans des contextes politiques changeants, évoluant au fil des siècles pour répondre aux besoins de populations spécifiques. Les échanges culturels et intellectuels, bien que souvent relégués au second plan face aux récits de guerre, ont été une autre forme de legs. Les traducteurs chrétiens du Levant ont continué à jouer un rôle de passeur entre les savoirs grecs, arabes et latins. Des textes scientifiques et philosophiques arabes, qui avaient été traduits en latin par des érudits européens dans des centres comme Tolède ou Palerme, ont parfois trouvé de nouvelles voies de circulation via le Levant, influençant la scolastique médiévale. Des œuvres médicales d'Avicenne ou de Rhazès, par exemple, ont pu être diffusées grâce à ces ponts culturels, enrichissant la science européenne et démontrant la nature bidirectionnelle des transferts de connaissances, malgré les barrières religieuses et politiques. Le phénomène de la colonisation franque a aussi des résonances avec des processus historiques plus larges. L'établissement de ces communautés européennes au Levant, leur adaptation à un environnement étranger, la construction de nouvelles sociétés et l'interaction avec les populations indigènes sont des thèmes qui réapparaissent dans d'autres contextes de l'histoire mondiale. L'étude des États latins offre un laboratoire unique pour comprendre les dynamiques de la rencontre des cultures, de l'assimilation et de la résistance, ainsi que les défis inhérents à la création et au maintien d'entités politiques et sociales dans un environnement géopolitique complexe et souvent hostile. En remontant le temps vers les époques plus récentes, les croisades et leur héritage ont connu un regain d'intérêt, souvent instrumentalisé dans des discours modernes. Au XIXe siècle, avec le début des expansions coloniales européennes au Moyen-Orient, certains discours ont tenté de justifier une nouvelle présence occidentale en invoquant un retour des croisés ou en présentant l'entreprise comme une continuation d'une mission civilisatrice. Ces interprétations anachroniques et politisées ont contribué à complexifier la perception de l'histoire des croisades, les arrachant à leur contexte médiéval pour les insérer dans des narratifs contemporains, une distorsion qui perdure parfois encore aujourd'hui. La compréhension du déclin final des États latins se trouve également dans des causes structurelles profondes. Outre les pressions militaires externes, la démographie était un facteur critique. La population franque, estimée à 120 000 individus à son apogée, était une minorité écrasante face à plusieurs millions de musulmans et de chrétiens orientaux. Le recrutement incessant en Europe ne pouvait compenser les pertes dues aux batailles, aux maladies endémiques comme la malaria et au manque d'adaptation aux rigueurs du climat. Cette base démographique limitée affaiblissait non seulement les armées, mais aussi la capacité à cultiver les terres, à maintenir les infrastructures et à soutenir une économie diversifiée, rendant les royaumes intrinsèquement vulnérables. Économiquement, la dépendance des États latins envers les puissances maritimes italiennes, Venise et Gênes en particulier, était une source de fragilité. Les privilèges commerciaux accordés à ces républiques
les rendait indispensables pour le ravitaillement et le transport, mais ils limitaient aussi le développement d'une économie indigène robuste. Les rivalités féroces entre Vénitiens et Génois pour le contrôle des marchés et des quartiers dans les villes franques, comme le quartier vénitien d'Acre s'étendant sur 20 hectares, entraînèrent des conflits internes coûteux, affaiblissant la cohésion des États latins et détournant des ressources précieuses de la défense contre les menaces extérieures, une lutte fratricide qui bénéficia directement aux puissances musulmanes voisines. Le facteur environnemental a également pu jouer un rôle, bien que plus subtil. La déforestation et l'érosion des sols, accélérées par les besoins en bois pour la construction et le chauffage, ainsi que par les pratiques agricoles intensives dans certaines zones, auraient pu entraîner une dégradation progressive des ressources naturelles et une baisse de la productivité agricole. Bien que difficilement mesurable avec précision, cette pression sur l'environnement aurait pu exacerber les tensions économiques et la fragilité des systèmes alimentaires, notamment en période de siège ou de mauvaise récolte, ajoutant une couche de vulnérabilité aux défis déjà colossaux des États latins. Ainsi, au fil des siècles, comme les strates géologiques se déposent lentement pour former de nouvelles montagnes, l'héritage des États latins s'est superposé aux cultures et aux paysages du Levant. Les échos de leurs forteresses et les murmures de leurs villes portuaires se sont mêlés aux chants des muezzins et aux rumeurs des marchés, formant une tapisserie historique d'une richesse inouïe. Ce passé, tissé de conflits et d'échanges, continue de résonner, non pas comme un bruit discordant, mais comme une mélodie lointaine qui rappelle la complexité et la persistance de l'aventure humaine, un fil d'or discret mais indélébile dans le tissu du temps qui passe. Nous avons traversé ensemble les méandres du temps, de l'émergence patiente des États latins d'Orient à leur apogée éphémère, jusqu'à leur dissolution dans les tempêtes de l'histoire. Cette exploration silencieuse nous a menés à travers des paysages anciens, des cités effervescentes et des forteresses inébranlables, révélant la persistance des formes et la transformation des héritages. Laisse maintenant les images et les récits de cette époque se fondre doucement dans l'obscurité, comme des ombres dansantes au coin du feu, chaque détail se dissolvant dans le calme de la nuit. L'histoire est un fleuve ininterrompu, ses eaux portant les échos des vies passées, des décisions prises et des mondes bâtis. Les chevaliers, les marchands, les pèlerins et les souverains de ces terres lointaines ont accompli leur voyage et leurs traces, bien que parfois enfouies sous les sables du temps, continuent de nous parler. Leurs voix murmurent dans le vent qui caresse les vieilles pierres, dans le clapotis des vagues sur les rivages millénaires et dans les étoiles qui veillent inlassablement sur la terre. Installe-toi confortablement dans ce silence apaisant. Permets à ton esprit de relâcher les amarres du présent. Dors paisiblement, cher voyageur du temps. Laisse les récits de batailles lointaines et de splendeurs passées s'éloigner, se transformer en de douces vagues sur la rive de ton sommeil. Le temps poursuit son cours éternel, et l'histoire continue de murmurer ses secrets dans les profondeurs de la nuit, pendant que tu reposes. Que cette immersion dans les profondeurs de l'histoire t'apporte un repos profond et réparateur. Les échos de ces civilisations s'éteignent doucement, laissant place à la quiétude de ton propre voyage intérieur. Dors bien, cher compagnon des âges passés.